Au cœur de l'été 2021, alors que l'Ouest canadien se remet à peine du dôme de chaleur qui fit partir en fumée des milliers d'hectares de forêt, une sordide découverte va venir ébranler ce pays dont, vu de chez nous, on ne peut que souligner la quiétude et la douceur de vivre, a fortiori en comparaison de son si bruyant voisin. Dans la ville de Kamloops, à 350 km de Vancouver, non loin de l'ancien pensionnat de la ville, sont exhumés les restes de 215 enfants, enterrés là, sans autre forme de dignité, dans une simple fosse commune. Today, some of the children who were found in Kamloops and who have yet to be found in other places across the country would have been grandparents or great-grandparents. They would have been elders, knowledge keepers, and community leaders. They are not. And that is the fault of Canada. Cette découverte glaçante va avoir un retentissement dans l'ensemble du Canada, et même au-delà de ses frontières, forçant le pays à se pencher une nouvelle fois sur l'une des pages les plus douloureuses et les plus sombres de son histoire moderne, le rapport avec ses propres populations autochtones. Au Canada, on parle de communautés autochtones, indigenous en anglais, pour désigner l'ensemble des populations présentes sur le territoire avant l'arrivée des colons européens au milieu du XVIe siècle. Selon le dernier recensement de l'État canadien, les personnes s'identifiant comme appartenant à ces communautés autochtones étaient au nombre de 1,8 million, soit tout de même 5% de la population totale du Canada. Et bien que la diversité ethnique et linguistique des autochtones d'Amérique du Nord soit absolument immense, ceux-ci sont généralement regroupés en 3 catégories distinctes. Les Inuits, qui vivent dans la partie arctique ou subarctique du continent, les Premières Nations et les Métis. Revenons au XVIe siècle. À l'image de ce qui se déroule déjà plus au sud, dans ce qui deviendra les États-Unis, les Français et les Britanniques mettent progressivement en place une politique de colonisation du Canada, s'accaparant les territoires occupés depuis des siècles par les populations autochtones, dans le meilleur des cas grâce à la signature de traités bilatéraux, et sinon simplement par les armes. Puis, à compter de la moitié du XIXe siècle, cette conquête territoriale s'accompagne d'une politique d'assimilation forcée. La loi rend ainsi obligatoire la scolarisation des enfants autochtones à travers un système de pensionnat, le plus souvent encadré par l'Église. Autrement dit, les enfants étaient arrachés à leur famille, envoyés dans des pensionnats à des centaines voire des milliers de kilomètres de chez eux, dont la mission explicite donnée par le gouvernement canadien naissant était de tuer l'Indien en eux. On leur interdisait de parler leur langue, on leur donnait un autre prénom, et on leur rabâchait à chaque instant qu'il ferait mieux de se débarrasser de cette culture d'arriérés pour se conformer enfin à ce que les Blancs, mus par un éternel instinct civilisateur, s'efforçaient de leur apprendre. Confrontés à des environnements inhospitaliers, rappel nous sommes au Canada, ou à la malnutrition, de nombreux enfants mouraient. Les sévices corporels et les abus sexuels étaient si nombreux qu'ils sont, encore aujourd'hui, impossible à documenter entièrement. Au total, on estime qu'environ 150 000 enfants ont été envoyés dans ces pensionnats et que plus de 4 000 n'en sont jamais revenus. Dans l'indifférence générale, le Canada maltraitait et massacrait ses propres enfants, et avec eux tout ce que le territoire avait connu avant l'arrivée des colons européens. Rappelons-le, il ne s'agit nullement d'une histoire ancienne. Le dernier pensionnat autochtone a fermé ses portes en 1996, il y a moins de 30 ans, et de nombreux survivants de ces pensionnats sont encore en vie aujourd'hui. Depuis lors, le gouvernement canadien a entamé un long et douloureux travail de mémoire. En 2008, le Premier ministre conservateur Stephen Harper crée la commission Vérité et Réconciliation, dont l'objectif est notamment de faire l'inventaire de cette entreprise qualifiée, selon le rapport final de la commission, de génocide culturel. Par la voix de cette commission, et à plusieurs reprises par la voix du Premier ministre suivant Justin Trudeau,
Le gouvernement canadien a ainsi officiellement reconnu sa responsabilité. Mais l'idée de réconciliation est également d'ouvrir la voie à une meilleure inclusion des cultures et des populations autochtones dans le Canada moderne. Et voilà comment un chemin complexe entre le devoir de mémoire et la préservation des identités autochtones a naturellement trouvé une place, aujourd'hui croissante, dans la littérature canadienne contemporaine. Donc, moi, par exemple, j'ai choisi la littérature, les romans, pour raconter des histoires. Mes livres, ils racontent des histoires personnelles, mais ils racontent aussi des histoires qui concernent beaucoup de gens. Dans Tiohtià:ke, par exemple, je voulais raconter et montrer cette réalité qui est la réalité des gens qui vivent dans la rue, pour que les gens qui voient les gens qui sont dans la rue comprennent d'où ça vient. Et on n'est pas dans la rue parce qu'on est des anciens nomades qui aiment marcher. Il y a des raisons à cela. Dans un roman, je suis capable de vous prendre, de vous mettre dans les mocassins de la personne, et vous vivez ce que les gens vivent. Vous le ressentez. C'est comme un film, mais en plus fort, parce que le film, vous le faites dans votre tête. Et quand arrive un événement, vous le ressentez comme les personnages, comme les Autochtones. Donc, je n'ai pas besoin de vous convaincre de quoi que ce soit, vous le savez. Ça, c'est la grande puissance de la littérature. C'est donc de ça que va s'occuper la littérature. Donner un corps, donner une voix aux générations de vies brisées par l'expérience des pensionnats. Quelque chose de tangible, de sensible que le travail d'archives, pour infiniment précieux qu'il soit, ne permet pas toujours de restituer. En 1998, l'écrivain d'origine algonquine Michel Noël publie un roman jeunesse intitulé « Dompter l'enfant sauvage », racontant l'envoi de jeunes garçons dans des pensionnats autochtones dans les années 50. Progressivement, la question des pensionnats fait son apparition, notamment dans la littérature jeunesse, comme dans « Lorsque nous étions seuls » de David A. Robertson. Mais la littérature générale voit également des témoignages se multiplier à partir des années 2010, à l'image de They Called Me Number One de Bev Sellars. Côté francophone, c'est-à-dire plutôt côté Québec, si plusieurs figures artistiques et culturelles autochtones faisaient déjà entendre leur voix depuis les années 70 ou 80, c'est notamment le journaliste et romancier d'origine Innu Michel Jean qui va permettre à ces récits d'avoir pour la première fois un public plus large, y compris à l'extérieur du Canada. Si la question des pensionnats autochtones est présente en toile de fond dans de nombreux livres de Michel Jean, c'est toutefois dans son roman Maïkan, sorti en 2021, que celle-ci est abordée avec plus de précision. Une avocate montréalaise part à la recherche des traces de 3 adolescents Innu, Virginie, Marie et Charles, envoyés 70 ans plus tôt dans un pensionnat à Fort-Georges, à plus de 1000 km au nord de Montréal. En suivant ces adolescents au cœur du pensionnat, le lecteur est ainsi confronté à la réalité brutale que constitue leur quotidien et les nombreux sévices qui le rythment. Le personnage de l'avocate, qui cherche à savoir ce qui est advenu des adolescents, représente quant à elle ce devoir de mémoire et de vérité exigé par les communautés concernées. Mais le devoir de mémoire ne s'arrête pas à ce qui s'est passé à l'intérieur de ces pensionnats. En effet, ce système d'assimilation forcée a eu de lourdes et profondes conséquences sociales sur l'ensemble des communautés autochtones. Les pensionnats autochtones sont fermés, mais on continue de vivre avec les conséquences des pensionnats. C'est-à-dire que les anciens pensionnaires ont eu des vies souvent difficiles avec tout ce qu'ils ont vécu. Ils ont eu des enfants, et souvent ça n'a pas été des parents parfaits. Et donc les problèmes sociaux que l'on constate dans les communautés, alcool, violence et tout ça, on fait en sorte que beaucoup d'Autochtones grandissent dans des milieux difficiles, ou plus difficiles que la moyenne, et dans des endroits où l'espoir de trouver un emploi, améliorer ses conditions de vie, sont quand même limités. Et donc, problèmes sociaux plus pauvreté, c'est une recette parfaite pour toutes sortes de problèmes. Dans un autre roman intitulé Coucoum, Michel Jean raconte à travers l'histoire de sa grand-mère la façon dont l'envoi des enfants dans les pensionnats, mais également le développement de l'activité industrielle et forestière encouragée par le gouvernement canadien,
a engendré une sédentarisation forcée de communautés encore semi-nomades. Cette sédentarisation a déréglé les modes de vie, fracturé l'organisation sociale, créé du chômage et de la misère dans des communautés qui, sans jamais vivre dans l'opulence, en étaient restées largement protégées. Personne ne les avait prévenus que la grande mission civilisatrice des Blancs comportait également, comme partout ailleurs, sa composante prolétarienne. Alors au même mot, les mêmes remèdes. L'alcool, la drogue et la violence ont rapidement fait leur apparition au sein des communautés autochtones. Le Nunavut, où vivent une grande partie des Inuits canadiens aujourd'hui, a ainsi l'un des taux de suicide les plus élevés au monde. Pour autant, si la littérature peut servir à expurger les atrocités du passé ou identifier les traumatismes communs, elle ne saurait être résumée à cela. De nombreux auteurs et autrices autochtones s'efforcent aujourd'hui de faire perdurer, à travers leur œuvre, des cultures devenues minoritaires mais dont la visibilité a connu un rebond ces dernières années, et de s'interroger, en regardant davantage vers l'avant, sur leur propre identité. C'est un thème que l'on retrouve de plus en plus dans la nouvelle génération, celle née dans les années 80 ou 90, dont l'enfance n'a pas été marquée par les déchirements des générations précédentes. Dans son deuxième roman, Manikanetich, l'écrivaine Innu Naomi Fontaine raconte son parcours, marqué par une double appartenance incomplète. Enfant, elle quitte la réserve sur laquelle elle est née, à l'est du Québec, pour s'installer avec sa mère dans la ville de Québec. Puis, une fois ses études terminées, elle revient dans la même réserve pour y enseigner le français et se confronte ainsi à une communauté dont elle est peu à peu devenue étrangère, sans pour autant s'être jamais sentie à sa place dans la société blanche québécoise. Et pour peu que l'on s'autorise un détour de l'autre côté de la frontière, on observe que la question de l'identité demeure centrale dans toute la littérature autochtone, même si on parle plutôt de Native Americans aux États-Unis, depuis La Maison de l'Aube, publiée en 1968, jusqu'aux livres plus récents tels que Go Home Ricky de Gene Kwak, dans lequel le personnage principal, un catcheur de seconde zone, part à la recherche d'un père dont il ne sait rien, sinon qu'il s'agit d'un Native American. Enfin, il ne faut pas perdre de vue que la littérature est avant tout un rapport au langage. Rapport qui, pour ce qui est des populations autochtones, de tradition très majoritairement orale, est absolument constitutif de la préservation de leur identité. La mise à l'écrit des récits, des systèmes de croyances ou des coutumes traditionnelles contribue directement à leur survie dans un pays très largement occidentalisé. Depuis la publication en 1971 du premier livre en inuktitut, la langue majoritaire chez les Inuits canadiens, livre qui s'intitule « Chasseur au harpon », écrit par Marcosi Patsaok, la question de la publication et de la traduction des œuvres en langue autochtone, certains auteurs assumant parfois eux-mêmes la traduction, a permis d'aider à la sauvegarde de la pratique et de l'enseignement de certaines langues dont le nombre de locuteurs a inévitablement baissé tout au long du XXe siècle. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, certains appellent à ce que l'enseignement de langue autochtone soit une possibilité offerte à l'ensemble des élèves canadiens. Par la langue, par la littérature et par la reconnaissance sans concession des crimes commis pendant des siècles au nom d'une prétendue œuvre de civilisation, le Canada avance ainsi sur le chemin de la réconciliation. À petits pas douloureux, mais avec suffisamment de conviction pour interroger les anciens empires coloniaux du vieux continent et leur demander « Et vous, vous en êtes où de votre devoir de mémoire ?»